Les Batutsi sont la race dominante. Ils sont intelligents, distants mais polis. Très diplomates, ils manquent parfois de franchise. Les Bahutus, qui représentent 90% de la population, sont des paysans bantous, à l'âme lourde et passive, ignorant tout souci du lendemain. Le drame aurait-il commencé avec l'arrivée des Belges au pays des 1000 collines lors de la Première Guerre mondiale? Les colons belges s'appuient sur l'élite d'un royaume très structuré, les Tutsis, les éleveurs, les seigneurs, moins de 15% de la population. L'administration belge et les missionnaires qui évangélisent le pays, pétris de préjugés racistes, les considèrent comme supérieurs aux Hutus, les agriculteurs 8 fois plus nombreux. Pourtant, depuis des siècles, les Hutus et les Tutsis vivent et dansent ensemble et partagent les mêmes collines. Des émeutes éclatent à Kigali en 1959. Les Hutus se révoltent contre leur maître Tutsi. Car entre-temps, sous la pression de l'Église catholique, le pouvoir colonial s'est tourné vers les Hutus. Il a encouragé petit à petit une nouvelle élite Hutu qui veut sa part de pouvoir. Les Tutsis, massacrés, chassés des collines, fuient en masse le pays et se réfugient dans les pays voisins. Mal accueillis, ils n'auront qu'une idée en tête, revenir. En 1962, le Rwanda accède à l'indépendance. Après des élections, le pouvoir au pays des 1000 collines change de main. La majorité Hutu domine le pays. 1974, le Hutu Habyarimana vient d'accéder à la présidence suite à un coup d'État. La France s'implique. Le nouveau président, Giscard d'Estaing, accueille avec faste le chef d'État d'un pays pauvre, mais francophone, un pion de plus dans sa stratégie en Afrique. En Belgique, les socio-chrétiens au gouvernement soutiennent aussi le pouvoir Hutu. Et pourtant, le Rwanda du président Habyarimana glisse lentement vers la dictature. Il instaure un parti unique, il impose une carte d'identité ethnique et des quotas dans l'administration et l'armée au profit des Hutus. « 1er octobre 1990. Le Rwanda est attaqué depuis l'Ouganda voisin par des soldats bien équipés et bien entraînés. Après 30 ans d'exil, les enfants des Tutsis chassés à l'indépendance reviennent. Aguerris en Ouganda, écolés aux États-Unis, ils ont créé le Front patriotique rwandais, le FPR. D'incursion en incursion, le FPR inflige de lourdes pertes à l'armée rwandaise. Après 3 ans de guérilla, l'ONU intervient. Elle installe sur place la MINUAR, 2600 casques bleus chargés de surveiller les accords de paix d'Arusha qui viennent d'être négociés entre le Hutu Habyarimana et le Tutsi Kagame, chef de la rébellion. Le lieutenant-général canadien Dallaire dirige la MINUAR. Les Belges y jouent le premier rôle. Le gouvernement de Han envoie au Rwanda 428 hommes. Première mission des Belges, encadrer l'arrivée d'un contingent des Tutsis du FPR à Kigali, la capitale. La ville est calme, la paix paraît à portée de main. Mais qui pouvait alors ignorer les appels à la haine et à l'extermination des Tutsis lancés par une radio Hutu très écoutée, la radio des 1000 collines. Qui ne savait pas que des listes noires circulaient, des listes de noms de Tutsis et d'opposants Hutus au gouvernement? Alors il faut que ces éléments du FPR acceptent de déposer les armes. Sinon, tout ce que nous avons dit, on va les tuer, puis on va tuer aussi tous les Tutsis. Qui ne voyait pas le recrutement dans tous les villages de milliers de jeunes pour former des milices nommées Interahamwe et que les extrémistes Hutus du gouvernement fournissaient en armes, machettes et mitraillettes. Tout le monde savait, mais ni l'ONU, ni la Belgique, ni la France, ni les États-Unis n'ont voulu croire qu'un génocide était en préparation. Le 6 avril 1994, l'avion du président Habyarimana est abattu à son retour d'Arusha. Il venait de signer des accords de partage du pouvoir avec les Tutsis du FPR.
Personne ne sait aujourd'hui de manière certaine qui a tiré à la roquette sur l'avion du président, mais tout de suite, des barricades sont dressées partout dans la ville. Les tueurs sortent, leur liste en main, et ils tuent, à la machette, au gourdin. Ils tuent les Tutsis, repérés par leur carte d'identité. Ils tuent leurs voisins, leurs amis, et ceux qu'ils considèrent comme leurs complices, les opposants Hutus au régime. De colline en colline, le carnage va durer 3 mois. À Kigali, un bruit circule, relayé par la propagande. Ce sont les Belges qui ont tiré sur l'avion présidentiel. Le lendemain, le 7 avril, 10 para-belges sont chargés d'escorter la première ministre, Agathe Uwilingiyimana, une Hutu modérée, visée par les tueurs. Le détachement est attaqué et la première ministre abattue sous les yeux des soldats belges qui sont désarmés et emmenés de force dans cette caserne de l'armée rwandaise, le camp Kigali. Enfermés dans cette pièce, ils sont battus à mort et exécutés, malgré une résistance acharnée. La mort des casques bleus va traumatiser la Belgique. Les corps sont rapatriés et le gouvernement prend peur. Plusieurs milliers de coopérants belges vivent au Rwanda. Ils sont en danger. Aveuglée par le deuil, la Belgique ne prend pas la mesure des événements. Il n'est question que de la mort des 10 paras. On évoque à peine les massacres qui commencent. Il est vaguement question de lutte tribale ou de conflits interethniques. Le gouvernement dépêche d'urgence 900 hommes dans la région. Leur mission, rapatrier les Belges. Les Rwandais, eux, sont abandonnés à leur sort. Il y a une bande de gens armés, une bande de gens armés qui nous tirent dessus. Depuis 3 jours, il y a déjà des cadavres là-dedans. Nous sommes policiers depuis une semaine. Il n'est pas rwandais. Vous ne venez pas nous sauver. Pourtant, les témoignages des rapatriés sont clairs. Les massacres des milices Interahamwe sont systématiques. Ils visent expressément les Tutsis et les Hutus de l'opposition. Ils s'étendent à tout le pays. À ce moment, une intervention vigoureuse des casques bleus de l'ONU aurait pu encore tout arrêter. Mais la décision du gouvernement belge va peser lourd dans la balance. Il fait rentrer tous les paras engagés au Rwanda. L'ONU suit. La MINUAR est réduite à 270 hommes, autant dire rien du tout. Les paras belges reviennent avec la rage au cœur. Alors que le Rwanda est livré à lui-même et que le carnage se poursuit, le Front patriotique rwandais, le FPR, a repris l'offensive depuis ses bases en Ouganda. L'armée des Tutsis de la diaspora est très disciplinée. Le FPR vole de victoire en victoire et prend progressivement le contrôle du pays. C'est à ce moment, 2 mois et demi après le déclenchement du génocide, que la France intervient, soutenue par l'ONU. C'est l'opération Turquoise. Officiellement, les soldats français créent une zone humanitaire au sud-ouest du pays pour protéger les civils. Mais la zone française sert surtout de refuge aux auteurs des massacres et à l'armée rwandaise en déroute. Les Français continuent de soutenir leurs protégés Hutus, alors que l'ONU se met timidement à parler de génocide au Rwanda. Le 7 juillet, le FPR entre à Kigali. Tous les officiels du régime ont déguerpi. Les soldats sont accueillis en libérateurs par les rescapés des massacres. 400 000 Tutsis venus des pays voisins reviennent au Rwanda. Petit à petit, ils s'installent dans les maisons abandonnées par les Hutus qui sont jetés sur les routes. Parmi eux, des génocidaires, ils fuient la vengeance des Tutsis. Alors que les Tutsis comptent les morts, entre 500 000 et 1 million, tués en moins de 3 mois, comme à la boucherie le plus simplement du monde par autant de bourreaux, 2 millions de Hutus partent en un cortège interminable sur les pistes et les routes. Poursuivis par le FPR, massacrés, pris en otage par les génocidaires, abandonnés par les Français qui décampent, ils installent leur camp dans le Zaïre de Mobutu, sur les pentes d'un volcan à 2 pas de la frontière. En quelques semaines, le choléra tue 40 000 réfugiés.
La communauté internationale n'a rien voulu faire pour éviter le troisième génocide du XXe siècle. Elle ne fera rien non plus pour empêcher la suite. Une véritable guerre africaine qui va éclater sur le territoire congolais et qui fera, dans l'indifférence et l'incompréhension du monde, 3 millions de nouvelles victimes.